Supplément Le dans registre pour parler cette fois du projet de loi sur la fonction en public local défendu en fin de semaine par le ministre Moricondé devant donc les conseillers nationaux. Pour en parler, nous avons en direct Dr Diao Baldé, il est expert en développement local. Bonjour et bienvenue Dr Baldé. Oui, bonjour. Bienvenue, on s'intéresse donc à ce projet de loi qui, selon le ministre Moricondé, devrait permettre de résoudre des problèmes que rencontrent nos collectivités. De quoi s'agit-il exactement? Ça renvoie à quoi à la fonction publique locale? Oui, merci beaucoup. Je voudrais rappeler que je suis président du parti IGN, Union pour la Guinée Nouvelle et membre de l'ANAT. Donc, pour revenir maintenant à votre question, effectivement, nous avons suivi cette annonce du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation concernant l'administration locale. On dirait que jour ne tard que jamais. En fait, c'est quelque chose qui est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas parler de décentralisation sans déconcentration. Parce que la décentralisation, en fait, c'est un transfert de pouvoir de l'État central vers au niveau local et ça sous-attend donc en fait, donner tout le pouvoir aux collectivités. Et donner le pouvoir de collectivité, c'est entre autres de donner la capacitation, notamment en ressources humaines, pour pouvoir accomplir pleinement donc la mission. Mais je voudrais ici encore aussi rappeler que c'est un processus qui était déjà en cours depuis très longtemps. Malheureusement, ces 10 dernières années, il n'y a pas eu d'avancée dans le cadre de la décentralisation. Parce qu'anciennement, il y avait des programmes appuyés par la Banque mondiale et tous les autres bailleurs de fonds pour accompagner la décentralisation et la décentralisation. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on avait initié et mis en œuvre le programme PACB, le programme d'appui aux communautés villageoises, qui devait accompagner justement les communautés dans la structuration de la demande, et que le PRCI, le programme de renforcement des capacités institutionnelles, c'est le programme qui devait en fait répondre à la demande, c'est-à-dire que mettre une administration déconcentrée, pouvoir accompagner les communautés non seulement dans la formulation, dans la structuration, mais aussi dans le suivi et évaluation. Malheureusement, ce projet PRC a capoté par une mauvaise gestion et le PACB, lui, a continué et ce qui est aujourd'hui empanté l'ANAPIC. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. J'ai écouté aussi, parce que ça règle un problème de contrôle si vous voulez, du fichier de la fonction publique, mais je crois qu'il faut aller au-delà. Parce que dans le cadre du Code des collectivités, il faut savoir qu'il y a plus de trentaine de pouvoirs qui sont transférés au niveau des collectivités. C'est entre autres l'école élémentaire, c'est encore les soins de santé primaire, c'est encore la gestion de nos forêts, c'est entre autres l'habitat, c'est entre autres, beaucoup d'autres, la fiscalité locale. Donc il y a beaucoup de pouvoirs qui sont transférés à nos collectivités, mais malheureusement, les collectivités ont des difficultés d'exercer le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dit que les a transféré le pouvoir sans pour autant transférer les ressources. Les collectivités n'ont pas de ressources. Il y a des efforts qui ont été fournis à travers l'ANAPIC parce qu'il y a eu des réformes pour la mise en place de cette agence et 15% des ressources minières sont injectées pour financer des investissements dans ces collectivités. Mais de l'autre côté, nos communes n'ont pas de ressources pour le fonctionnement, pour administrer. Donc il faudrait qu'il y ait une décentralisation aussi des budgets au niveau de ces collectivités pour qu'effectivement les collectivités puissent pleinement jouer leur rôle. C'est bien de transférer parce que si je comprends bien, il dit c'est pour contrôler l'effectif de la fonction publique. Ce n'est pas seulement ça. Il faudrait qu'on donne le pouvoir à ces collectivités, la capacité de pouvoir recruter son personnel local, de les évaluer, naturellement sur la base d'une politique générale. Élaboré par le niveau central. Alors monsieur Baldé, est-ce que cela voudrait dire aujourd'hui que parmi les compétences transférées par le Code des collectivités révisé à nos différentes communes, est-ce que cela voudrait dire qu'il faut à nouveau réviser ce Code des collectivités et donner ce pouvoir de recrutement et de gestion du personnel des collectivités dans ce code? C'est ce qu'il faut. Non, il faut rendre tout juste l'effectif, il faut mettre l'effectivité de ce code des collectivités. Ils ont déjà le pouvoir, mais il n'y a pas de moyens. Il faut le rendre effectif. Si vous vous rappelez, il y a eu des détournements au niveau d'une DPE, les fournitures scolaires. Maintenant, si on décentralisait tout ça, le budget, au niveau de ces collectivités, les ressources, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas mieux. C'est que le code, il est extrêmement, on a les meilleurs textes en matière de décentralisation. On est très avancé depuis des années. C'est M. Alpha Condé, les 10 dernières années, en fait, qui a freiné la décentralisation, si vous vous souvenez. Il a plutôt de renforcer la déconcentration, l'administration,
Bon, du fait que il avait perdu, ça se justifiait par le fait qu'il a perdu la plupart des communes, mais il y a eu une violation. Vous vous rappelez que, par exemple, on affectait 4 millions au sous-préfet, 7 millions au préfet, 9 millions au gouverneur. C'était des détournements de fonds, parce que c'était des fonds d'investissement qui venaient de l'Afrique. Je veux dire que le code, il est bien élaboré. On a les meilleurs textes en matière de décentralisation. On était extrêmement très avancé, mais c'est l'administration qui n'arrive pas à accepter qu'effectivement qu'il y ait la vraie décentralisation. Parce que la décentralisation, il faut se débarrasser d'un certain pouvoir, se débarrasser aussi des ressources et les affecter. Ce qui s'est fait dans certains pays de la sous-région. Ils ont des budgets carrément affectés. Ceux qui gèrent, par exemple, à l'élémentaire, il faudrait que les collectivités puissent gérer non seulement l'élémentaire, c'est-à-dire toutes les écoles primaires qui relèvent d'une circonscription. C'est plus facile au niveau du personnel, c'est plus facile au niveau du fonctionnement. C'est pareil par rapport aux postes de santé et autres, tout ça se référant aux politiques sectorielles de chaque secteur. Mais le code, il est parfaitement bien, mais on a refusé. Vous avez vu, par exemple, actuellement, on a gelé le compte de toutes les écoles. C'est une violation systématique de la loi. C'est comme si, en fait, l'Assemblée votait le budget de l'État, et on se lève, on dit on bloque tout le budget de l'État. Parce qu'il y a des doutements dans certains départements. Il faudrait faire l'audit au niveau de ces départements, sanctionner ceux-là qui sont redevables, en tout cas par rapport à la gestion, et ne pas systématiquement bloquer. Tout ça, c'est des interférences qui ne sont pas prévues dans le code des collectivités. Alors, monsieur Baldé, est-ce que ce projet de loi tel que présenté prend en compte toutes les préoccupations en lien avec la décentralisation et la délocalisation? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, ce projet de loi, une fois mis en œuvre, quelle sera sa portée? Non, personnellement, je ne l'ai pas lu. Malheureusement, c'est ça aussi, le fait de ne pas avoir un pouvoir civil normal et puis de représentation. Ils auraient fait un débat au niveau vraiment de tout l'ensemble de la population pour qu'on comprenne très bien la portée et que même, vous savez, c'est des gens désignés plus ou moins qui sont là-bas. Je n'ai pas pris connaissance également de ce texte, mais ce que je peux dire, c'est que c'est extrêmement important. C'est un processus qui était normal. En fait, il a retardé parce que si le PFCI, le programme de renforcement des capacités institutionnelles, était mis en œuvre de façon efficiente, on aurait dû aujourd'hui revoir tous ces textes. Ces textes auraient dû être validés. On aurait dû mettre en œuvre. On aurait avancé. On a reculé près de 10 ans. Donc pour moi, le texte, il est même s'il est intéressant, mais l'idée est extrêmement bonne. Ça renforce notre décentralisation et ça va renforcer le code des collectivités parce qu'on ne peut pas parler de décentralisation sans une déconcentration. Il faudrait que les deux partent ensemble. Il faudrait qu'au niveau des collectivités qui ont tout le pouvoir légal et réglementaire, parce que juridiquement, la collectivité, c'est la seule entité qui jouit d'une autonomie totale. C'est-à-dire, vous êtes des élus, le conseil exécutif élabore son programme de développement. Il donne, dans ce programme, il extrait des actions qu'il veut mettre en œuvre. Et ces actions en œuvre, c'est la collectivité qui les met en œuvre. Et en même temps, il y a le dispositif de suivi et évaluation qui est mis en place, c'est-à-dire la question de redevabilité, parce que la collectivité est tenue d'informer toute la population. Malheureusement, avec la faiblesse de l'appui à la décentralisation, les collectivités n'ont pas été systématiquement renforcées en formation et il n'y a pas une administration aussi réelle qui les accompagne. Parce que la notion même de tutelle, c'est justement ça. C'est faire le suivi et évaluation, c'est pas s'interférer. C'est voir est-ce que réellement les actions qui sont engagées par les collectivités sont en conformité avec les politiques sectorielles. Est-ce que c'est en conformité avec la loi? Est-ce que c'est en conformité avec les procédures de gestion au niveau interne? Est-ce qu'effectivement la collectivité est informée de tout ce qui se fait? Est-ce que la tenue régulière des conseils se fait? Parce qu'il se dit dans le code la tenue des sessions. Et chaque fois qu'il y a une PV de session, il doit être affiché pour que tout le monde puisse comprendre. Donc le rôle de la tutelle c'est bien défini. Donc pour moi c'est encore c'est une avancée. Maintenant peut-être il faudrait voir le contenu de toute cette loi. Mais on est beaucoup en retard par rapport à la mise en œuvre. On a perdu plus de 10-15 ans parce que l'ANAFIC aujourd'hui il est en cours. C'était le même programme, le PLCI et le PACP. Très bien. Alors, docteur, j'aimerais bien vous poser la question sur la formation. Vous l'avez ébauché tout à l'heure. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les élus locaux, les acteurs que nous avons sont dans des prédispositions de pouvoir comprendre les enjeux et de faire vraiment le travail qui est le leur?
quelle doit être la place de la formation dans tout ça? Vous savez, c'est extrêmement important qu'il y ait des élus, des vrais élus. Ce n'est pas des nommés. C'est extrêmement important les élections locales. C'est des gens qui sont redevables, qui sont responsables, qui ont un certain niveau de formation. À un moment donné, vous avez voulu insérer, si vous voulez, des critères pour être au niveau des élus locaux, mais certains ont estimé que c'était une discrimination. Bon, que cela ne tienne. Aujourd'hui, ceux qui sont élus, dans la plupart des cas, vous avez vu que le bureau exécutif, avec les élections passées, certains même qui étaient déjà désignés, qui étaient potentiels en fait, gérer l'exécutif, on les a mis dehors. On a organisé des élections à l'intérieur de mettre les personnes. Maintenant, les personnes là aujourd'hui, il y a une faiblesse notoire au niveau de la capacitation de ces élus. Il faudrait que la législature, les nouveaux élus soient sérieusement informés. Mais c'est un programme aussi qui fait à tous les modules de renforcement des capacités déjà élaborés. Il y avait un processus qui était en cours de renforcement des capacités. Malheureusement, ça n'a pas, comme je l'ai dit, les 10 dernières années, on a essayé de tuer en fait la décentralisation au profit de la déconcentration. Il faudrait donc, à côté l'appui de cette loi, un accompagnement au niveau des collectivités. Heureusement, l'échéance de ces nouveaux élus, c'est en avril, logiquement. Il faut qu'on parte rapidement à des élections libres et transparentes pour qu'on ait des élus locaux qui comprennent parfaitement l'enjeu de la décentralisation, qui ont envie vraiment de participer activement au développement de leur collectivité et à part de là aussi, elle a déroulé systématiquement le plan de renforcement des capacités au niveau de ces élus, mais en même temps aussi que la tutelle joue parfaitement son rôle, c'est-à-dire de contrôle, de supervision et d'accompagnement. Alors, M. Baldé, on comprend qu'en Guinée, par exemple, les populations sont en avance sur l'État, puisque dans les communautés à l'intérieur du pays, beaucoup s'occupent des enseignants, d'autres payent même des agents de santé communautaires. Et le Guinéen aussi est très ingénieux. Vous l'avez dit, dans la plupart des localités, il y a des maires qui ne savent même pas lire A, B et O. Vous avez parlé des avantages d'un tel projet, mais quels pourraient être aussi les inconvénients si, en tout cas, l'objectif recherché n'est pas atteint? Non, c'est extrêmement important de donner tout le pouvoir. Vous avez parlé ici, par exemple, des contractuels au niveau du système éducatif, parce qu'on n'a pas affecté de personnes. Mais vous verrez dans le fichier, il y a plein de choses qui sont fictifs, qui n'ont pas rejoint. L'avantage, en fait, de cette loi, c'est quoi? Il faut aller plus au-delà. C'est pas seulement le contrôle, c'est-à-dire savoir que les gens sont présents, que le maire viendrait s'assurer que les gens sont présents au poste de santé ou à l'école. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on sait dans une circonscription donnée, par exemple dans une commune, on sait le nombre d'écoles. Ils savent effectivement le nombre d'enseignants qu'ils en ont besoin. On décentralise les ressources, que le processus de recrutement se fasse sur place. Comme ça, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui n'est pas intéressé à aller dans une école complètement enclavée, et justement avec des primes d'accompagnement, ça va motiver davantage. Donc il faudrait que ce n'est pas seulement le rôle de contrôle, mais qu'il soit effectivement accompagné dans le processus de recrutement de ces enseignants dans cette administration. Et c'est ce qu'on avait fait avec le PACV et tout ça. C'est les communes même qui recrutent maintenant aujourd'hui leurs ADL, les agents de développement locaux. C'est les communes qui recrutent les ingénieurs conseils qui les accompagnent dans la réalisation des infrastructures. Il faudrait que ça se passe de la même manière, qu'ils recrutent eux-mêmes, qu'on décentralise les budgets, qu'eux-mêmes, il y a une possibilité de paiement parce qu'il y a des trésoriers, enfin le réservoir communal. Donc les fonds soient gérés directement sur place, qui est présent, qui est payé et sur place. Que ça va dégager, si vous voulez, une masse critique d'argent qui pourrait combler le déficit d'enseignants dans ces écoles ainsi qu'au niveau des postes de santé. Et maintenant aussi avec l'administration décentralisée, si effectivement elle est effective parce qu'il y a eu assez de réformes sur l'élargissement de la palette de fiscalité au niveau local. Donc si ces recettes aussi sont perçues, l'enrôlement il est fait par des agents recrutés sur place et le recouvrement il est fait systématiquement, il y a pouvoir générer des ressources, un peu d'argent qui puisse permettre le fonctionnement. L'État aussi doit envoyer des ressources. Vous avez vu par exemple pendant toutes ces années de président Alpha Condé, on a gelé complètement les comptes des collectivités. Ils n'ont pas de fonction. Comment voulez-vous dire que vous renforcez la décentralisation, vous remettez 4 millions à un sous-préfet comme accompagnement et le maire de la commune, le bureau exécutif n'a pas 200 000. C'est 200 000 francs, je crois, par mois. Et même ça, il ne le reçoit pas. Et comment il peut assurer la gestion? D'autant plus que dans la plupart de nos collectivités,
il n'y a pas une production locale. C'est-à-dire, il n'y a pas de revenu local parce que il n'y a pas de production. C'est-à-dire, s'il y a une production locale, il y a des investissements marchands, c'est-à-dire des infrastructures marchandes qui procurent de revenus à la collectivité qui peut y avoir d'argent. Mais pour le moment, vous avez vu, les gens ont quitté les villages parce que c'est pas attractif. Il faudrait qu'on renverse la chose en investissant en milieu rural, par des investissements productifs, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'élevage, que ce soit le secteur de la transformation de ces produits. Et à partir de là, les communes pourraient avoir des ressources sur la base des taxes, mais également aussi faire en sorte que le secteur privé soit intéressé au développement des collectivités et que les collectivités aussi puissent créer en fait des attractions pour le secteur privé, notamment pour ce qui est des infrastructures, surtout pour les communes urbaines, à travers des ports secs, à travers des champs frigorifiques, à travers des marchés qui sont vraiment bien structurés, bien contrôlés, etc. Merci beaucoup à vous, Dr Diao Baldé. Je rappelle que vous êtes expert en développement local, par ailleurs leader politique. Grand merci pour votre contribution. Oui, moi je vous remercie. Merci beaucoup. On l'a écouté, hein, c'est réellement un transfert de compétences qui est prévu, mais comme il l'a dit, il faut aussi que les moyens suivent derrière. Exactement. Depuis la révision du Code des collectivités, le problème majeur auquel les collectivités étaient confrontées, c'est que d'une part, ces compétences ont été transférées, comme il l'a rappelé, la gestion de l'enseignement élémentaire, la gestion de la santé primaire, et puis la gestion des personnels même à ces deux niveaux-là. Donc, le problème, d'une part, ces compétences étaient transférées, mais les collectivités avaient du mal, ou ont toujours du mal, à mettre en œuvre ou à mieux gérer ces compétences-là parce que les moyens n'ont pas suivi. Et justement, pour régler ce problème, entre 2015 et 2021, jusqu'à ce qu'au moment où le coup d'État opérait, il y avait un programme qui avait été initié par l'administration du territoire national, un programme que Mody Kondé, qui est l'actuel ministre, maîtrise bien parce qu'il a intervenu là-dedans. Il y avait un programme appelé le programme des communes de convergence. Sur l'ensemble des communes de Guinée, l'État avait sélectionné 40 parmi elles, sur lesquelles les choix se sont opérés, soit en fonction de leur potentialité économique, soit en fonction de leur vulnérabilité face à certains problèmes sociaux. Ces communes, en fait, l'objectif, c'était d'expérimenter la gouvernance locale dans ces communes-là. Donc, l'ensemble des acteurs, des partenaires techniques et financiers qui, en tout cas, accompagnaient la Guinée en termes de gouvernance, intervenaient justement dans ces communes. L'objectif, c'était, comme je l'ai dit, regrouper les ressources autour de ces communes-là, stimuler un modèle de gouvernance. Peut-être que Mody s'est inspiré des résultats, ou le MATD s'est inspiré des résultats obtenus. Le processus, il l'a dit, a commencé il y a longtemps. Il y a longtemps. Donc aujourd'hui, en tout cas pas toutes, mais dans la plupart de ces communes-là, aujourd'hui, vous vous rendez compte que non seulement les élus locaux sont mieux édifiés par rapport au programme de gouvernance locale, par rapport aux autres communes. Si je prends par exemple les élus d'une localité de Nzete-Kore comme Kobela, c'est vrai, le maire de la localité n'était pas instruit, mais le fait d'être dans un programme spécial lui a permis de connaître ses responsabilités vis-à-vis de ses concitoyens, et il agit conformément à cela. Donc la gestion par exemple des relais communautaires, des ADL, des agents communautaires de santé, les ASC, donc toutes ces questions-là ont permis à ces différentes communes de mieux gérer, en tout cas de faire un certain nombre d'efforts vis-à-vis des populations. Alors, ce qu'il faut dire, Arissatou, c'est qu'on aime dire dans notre pays que sur les textes en matière de décentralisation, voilà, on n'a pas envié beaucoup de pays, mais dans les faits, la décentralisation, c'est un problème dans notre pays. Il y a tellement de choses à faire. Regardez, en fait, nous avons un État bureaucratique centralisé, je dirais même trop centralisé. Il faut quand même continuer à faire des efforts dans la décentralisation dans notre pays, mais pas que transférer des compétences. Il faut évidemment que les moyens puissent suivre pour permettre évidemment que les acteurs locaux puissent assumer les responsabilités par rapport aux populations. Alors, mais il faut aussi que la formation soit là, il faut que ces cadres-là soient formés, c'est comme ça qu'ils
pourront en tout cas participer politiquement, participer à l'animation de ces collectivités-là, parce que c'est important, surtout par exemple sur la question de mobilisation des fonds. L'État aussi ne peut pas tout donner, ne peut pas donner tout le budget, mais c'est au niveau des collectivités de s'organiser, de mettre en place par exemple le système de budget participatif. Il y a un budget participatif que les communautés participent eux-mêmes à élaborer, mais aussi à mettre en œuvre avec un contrôle sur toute la chaîne, comment ce budget-là est exécuté, et aussi développer des partenariats avec des collectivités ou des mairies à l'extérieur. Ça se passe bien ailleurs. Ça, c'est le jumelage. Exactement, ça fonctionne bien. Donc, on peut sélectionner pour un projet de pilote, donc quelques communes, essayer de voir comment travailler avec des communes en France, au Sénégal, un peu partout à travers le monde, au Canada, pour voir comment expérimenter ce jumelage-là, ce travail de la décentralisation, parce qu'on en a besoin. C'est aussi une question de citoyenneté. Hein, évidemment. Parce qu'on peut prendre des projets, mais si on n'est pas, nous, citoyens, dans la peau de bien faire les choses, ça ne va pas marcher. C'est donc la fin de cette émission, me signale Eli Koulemou. Grand merci à lui donc et à Ibrahima Silla pour la conduite donc de cette émission. Merci également à l'ensemble de nos chroniqueurs. On se retrouve demain pour un autre numéro du supplément.